Écoutez, merci. Je suis en train de me poser un certain nombre de questions. Mais avant que je ne commence mon propos, je voudrais tout simplement dire un merci à ces élèves qui ont porté le dire. Merci à ces élèves et merci bien sûr à l'équipe pédagogique, à M. Acedo et à Mme Chama. Et bien sûr, merci également à nos professeurs des écoles qui sont là aujourd'hui, Mme Tefo et Mme Tourner, et bien sûr aussi notre conseiller pédagogique qui a beaucoup travaillé là avec nous, M. Garbar. Merci à vous et merci à Mme Foisse et merci à vous tous pour ce moment qu'on va partager, ce moment d'oralité, ce moment de partage, ce moment de savoir. Et je ne pouvais pas rêver une meilleure transition. Parce que depuis, je me posais des questions me disant, est-ce que je vais faire une communication à la manière un peu universitaire ou est-ce que je vais faire tout simplement une communication, mais bien sûr à la manière universitaire, mais à la manière qui partage, où il y aura un réel va-et-vient. Et à partir de ce film que je viens de voir, je vous dis tout simplement, souvenons-nous. Souvenons-nous de cet homme qui portait la belle métaphore, la belle parole. Cet homme de la fin du XVe, un grand poète, un humaniste, un médecin. Et je pense bien sûr à Rabelais, François Rabelais, qui disait qu'un enfant est un feu à allumer et pas un vase à remplir. Le secret de cette flamme réside dans la manière qui consiste à susciter, à créer, à donner l'envie à l'enfant et de l'installer dans l'appropriation, de l'installer dans la navigation des savoirs. Et on peut retenir dans cette démarche, dans ce film que vous venez de voir, tout mon souci est effectivement de créer ce goût chez l'apprenant, de l'installer dans la navigation des savoirs, le savoir. Et pour ce moment de partage, mon propos porte sur la poésie comme outil de médiation culturelle et plus particulièrement dans le domaine de l'oralité. Articuler la poésie et l'oralité prend tout son sens lorsqu'il s'agit d'inscrire cette activité dans un cadre pédagogique. Ne pas confondre réciter la poésie et le dire poétique. Il est important de souligner ici les compétences majeures de l'oralité pour aider à construire à la maîtrise de la langue.
Tous le reconnaissent que la bonne maîtrise de la langue orale et écrite conditionne largement la réussite scolaire et bien sûr sociale. Bien parler, bien lire, bien écrire. Ces trois impératifs, évidemment liés, sont la clé pour la pleine citoyenneté. Dire de la poésie développe plusieurs compétences. Tout d'abord, l'oralité permet ici la lecture, mais une lecture particulière qui met en jeu d'autres contraintes que celles du déchiffrage. Elle est l'expression de soi à travers la voix, la posture corporelle et bien sûr la gestion spatiale que l'apprenant met en place. L'oralité transmet la poésie à la fois de manière artistique, esthétique et littéraire, et en même temps qu'elle dit un message, un engagement, une émotion et un sentiment qui implique celui qui dit et celui qui écoute. Là, l'oralité se transforme et devient partage, apprentissage et signification. C'est pourquoi il est fondamental de dire les compétences majeures de l'oralité. Cette transmission orale doit circuler dans la classe de manière construite. Si la spontanéité langagière existe au quotidien, elle ne doit pas prendre le pas sur la maîtrise de l'oralité qui contient des règles que l'on doit nécessairement transmettre. On peut retenir pour nous qu'à partir aujourd'hui, nous le savons au niveau de la recherche dans le domaine des sciences cognitives, nous savons que la lecture et l'écriture forment une seule et même chose. Et quand elle est soutenue par l'oralité, il y a véritable création pour l'élève qui apprend. L'élève n'est plus spectateur d'un savoir, un savoir qui serait en dehors de lui. L'élève devient ici acteur de son propre apprentissage, de son expression du langage, à travers, bien sûr, la lecture, l'écriture et l'oralité poétique. Et ici, permettez-moi de faire jaillir ce que vous appelez communément la métacognition. Apprendre à apprendre. Ici, l'oralité, elle est synonyme d'écoute, elle est synonyme de compréhension, elle est synonyme d'échange,
Et on peut, mais bien sûr, observer combien donc l'oralité traverse tous les savoirs. Traverse tous les savoirs, toutes les disciplines. Les mathématiques, la poésie, la géographie, l'histoire, etc. Dans toutes ces disciplines, nous portons l'oralité pour pouvoir faire cheminer les uns les autres vers l'appropriation, vers la compréhension, vers tout simplement le savoir. Ici, je vous ai dit depuis le début à ne pas confondre récitation et le dire poétique. Là j'ai parlé de François Rabelais, je vais essayer de vous parler d'un homme, notre contemporain, qui est très connu, qui porte la langue, qui a fait des travaux linguistiques, mais extraordinaires. Tout récemment, j'ai discuté avec un collègue de l'université de Princeton, à New York, qui me disait comme ça, mais est-ce que vous pourriez me parler de Alain Bentolila, qui est très connu, qui fait de très belles choses. Et c'est là où, simplement, avant que je n'aborde le dire, où je vais faire le dire, et je vais tout simplement citer Alain Bentolila, qui disait tout simplement que l'image d'un individu se fait plus encore sur la maîtrise de la langue orale que sur la maîtrise de l'écrit. Alain Bentolila, linguiste à la Sorbonne, qui porte, mais de manière très belle, la linguistique. Et là, c'est une des raisons qui me fait dire qu'il faut dire la poésie, qu'il faut parler la poésie, qu'il faut murmurer la poésie. Et là, je vais murmurer la poésie avec vous à partir de deux textes. Un qui s'intitule « Chant sacré » et le deuxième qui s'intitule « La parole du baobab ». Je sais que je songe comme un ciel ourlé d'arc-en-ciel, que nous serons des paroles de lune, des paroles de mangrove. Je sais que j'appartiens à la terre sacrée, la terre dense d'amour, où je capte des poèmes. Je sais vers quel baobab, où s'égrène le temps, comme un chapelet de coris, réapprendre mon chant le chant, et déplier ma poitrine torrentielle pour vivre ma prière païenne, pour bâtir une géométrie souveraine où naîtront tous les soleils de nos libertés. Mais avec ma calebasse entaillée, je ne vois plus vers quelle étoile, vers quelle lumière éclairer les brouillards matinaux. Mais voici ma canne de sagesse, marchant à travers mon chant, le chant pour fixer l'amour, comme un baobab antique et robuste, habillé de soleil, qui germe au-delà des frontières de petitesse et de haine. Et comment voulez-vous que je me soumette? Je sais que je suis né dans la crasse des bidonvilles, et que j'ai appris à mendier et même à voler un morceau de pain pour mon petit frère. Car mon père fait partie de ceux qui travaillent jour et nuit sans jamais jouir du fruit de son travail. Et comment voulez-vous que je me soumette? À moi, femme, tu me méprises et tu me relègues au second plan et tu me considères comme esclave. Et comment voulez-vous que je me soumette?
à moi jeune, tu m'inocules le venin de l'insouciance, de l'aliénation et de la débauche. Et comment voulez-vous que je me soumette? Je sais, je n'ai ni l'élan, ni le procédé de diversion d'appartenir à une chapelle. Ne me dites pas que je profane. Je sais, je traverse des jours brodés de nuit, et j'ai des blessures tatouées sur les genoux rides de l'exil. Et dans le seul instant instable, j'ai affûté mes doigts bagués de lune, et comment voulez-vous que je me soumette? Je sais, dans cet après-midi, dans ce magnifique amphi, je voudrais avec vous déplier le temps comme une mélodie rythmée par mon histoire, l'histoire. Que je ne suis point parole du Nord, ni parole du Sud, qui assène des salives où belle la honte, que j'appartiens au continent de la pleine lune, celui des épopées ancestrales, les rêves merveilleux à nos terres, les terres pleines de sagesse. Et comment voulez-vous que je me soumette? Merci.